connaissez la distinction du matérialisme historique entre ce qui fait tout, c'est-à-dire l'économie, et ces superstructures qui sont les sociétés, les idées, les mouvements politiques, etc. Et alors moi, je m'inscris en faux, j'espère que Marx n'est pas dans la salle, parce que je considère, mais c'est une façon de parler, que l'économie est souvent la résultante, plutôt que la sous-structure, qu'elle est aussi une superstructure, en ce sens qu'elle est la résultante de facteurs multiples, qui sont les facteurs que j'essaye de vous présenter chaque fois. Donc les facteurs géographiques, bien sûr, historiques, sociétaux, pour terminer par effectivement les manifestations extérieures de l'économie. Alors, ceci étant dit, sont des facteurs qui évoluent, bien sûr, tous, peut-être sauf la géographie, encore que, on va le voir. Et en fin de préambule, je rajoute, comme chaque fois, qu'il ne s'agit pas d'un cours d'économie, il s'agit d'une tranche de vie. Alors là, c'est une tranche de vie multiple qui me permet de parler personnellement du sujet. Alors avec des avantages et des inconvénients. Les avantages que donne la connaissance intime et des inconvénients qui font que je ne connais pas tout. Mais on va essayer de démarrer comme ça. Alors, comme je le disais sur la pub que vous avez peut-être reçue, avec le Maroc, nous entrons dans une autre Afrique, l'Afrique du Nord. Alors Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, les voilà sur le globe. On connaît l'Afrique du Nord, on connaît l'Afrique du Sud, mais entre les deux, comment ça s'appelle, hein? Alors, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du milieu, l'Afrique du centre, non, l'Afrique noire. Ah, mais l'Afrique du Sud est aussi une Afrique noire. Ah, ça va pas ça. Donc on va essayer de trouver autre chose. Le Maroc, toute l'Afrique du Nord, on peut dire qu'ils ont un climat tempéré sec. Enfin, je vais vite là, parce que c'est pas tout à fait exact, mais ça leur permet, contrairement aux pays subsahariens, de produire à grande échelle suffisamment de quoi se nourrir et même d'exporter. Ah oui, il faut que je fasse ça là. Oh, c'est beaucoup là. Alors justement, comment distinguer, puisque on a depuis 2018 l'interdiction absolue de parler de race en ce qui concerne l'espèce humaine. Je ne sais pas trop quoi dire pour caractériser les types humains. Bon, Afrique du Nord, nord-africain, Afrique du Sud, pas évident. Je parle de caractéristiques visuelles qui font qu'on peut dire de loin, ah tiens, c'est un... Bon. Alors, je sens que je touche un terme, un domaine un peu délicat. L'Assemblée nationale nous l'a interdit, donc bon, ok. Les distinctions visuelles, en fait, ne dépendent que des allèles. Alors les allèles dans les gènes, ce sont la variabilité du gène. Un même gène peut s'exprimer de façon différente selon le hasard. Et enfin, il y a plus de différences génétiques entre les populations subsahariennes elles-mêmes, c'est-à-dire entre les Haoussa et les Rwandais, les Tutsis, que entre les Noirs et le reste du monde. D'accord, mais il n'empêche qu'on est bien embêté quand on veut parler de tout ce groupe de gens. Alors je suis allé regarder comment marche la taxonomie, c'est-à-dire la façon de nommer le vivant, et j'arrive à ce schéma.
Alors, bon, il y a le monde vivant. Le monde vivant, avec ses domaines, ses règnes, ses embranchements, ses classes, ses ordres, ses familles, ses genres et ses espèces. Et la caractéristique première d'une espèce, c'est la reproduction. C'est-à-dire, tous les individus de cette espèce sont capables, pour la reproduction sexuée, sont capables de se reproduire. Donc, nous sommes tous, nous en venons d'ailleurs. Alors, pour l'homme, ça donne quoi? Ça donne le règne animal. J'ai commencé au 3e étage. L'embranchement des cordées, chordées, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on prononce ça? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Cordées, d'accord. Ça veut dire qu'on a des os qui nous soutiennent. Classe de mammifères, ordre de primates, famille des hominidés, genre Homo, espèce Homo sapiens. Et pour retenir cette affaire, il y a un moyen mnémotechnique qui est reste en classe ou fais grandes études. C'est-à-dire règne, embranchement, classe, ordre, F comme famille, genre, espèce. Voilà, ça vous sert à rien, mais donc nulle part il n'y a la distinction visuelle qui existe à l'intérieur de l'espèce Homo sapiens. Et donc moi j'ai recours à type humain et j'espère que ça vous ira aussi. Donc, il est clair que le type humain de l'Afrique du Nord n'est pas celui de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique du Milieu. La troisième différence que je voulais mettre en avant, c'est les constructions. Quand on se promène dans l'Afrique du Nord, c'est bourré de restes en pierre, en briques, de plusieurs siècles. En Afrique subsaharienne, c'est malheureusement pas le cas parce que le matériau et la technique prioritaires, principaux, c'est la terre battue, le pisé. Alors ils font des choses magnifiques, mais qui hélas ne durent pas très longtemps. Bon voilà la mosquée de Tombouctou, c'est très beau. Les madriers qui dépassent, ce sont des madriers qui permettent la construction ou la réparation. Et bon, dans le nord, c'est plutôt ce genre qu'on trouve. Ça, c'est la mosquée de Marrakech, c'est la Koutoubia. Alors on voit pas les types humains là, mais on voit quand même que y a une différence dans les techniques et les matériaux de construction. Les écrits, les traces. Alors les écrits, l'Afrique du Nord pullule de manuscrits, de matériaux écrits vieux de plusieurs siècles. Ça peut remonter jusqu'au Xe siècle. Alors que dans l'Afrique subsaharienne, les plus vieux manuscrits sont ceux de la mosquée justement de Tombouctou, ou de Tombouctou, qui sont à la bibliothèque Tombouctou, et qui ont été mis à mal, heureusement pas tous, par les vandales que vous savez. Mais c'est vrai que lorsqu'on se penche sur l'histoire, on a beaucoup de difficultés en Afrique subsaharienne pour trouver des traces. Et pour ce qui est du développement, il y a effectivement de grandes différences entre l'Afrique du Nord et le reste. Alors, je vais afficher à nouveau la carte de l'indice de développement humain IDH mis au point par les Nations Unies. Cette carte date de 2017, mais enfin bon, c'est contemporain. Alors, plus c'est foncé, plus c'est développé au sens des Nations Unies, c'est-à-dire un certain niveau de richesse, mais aussi et surtout un certain niveau d'éducation et un certain niveau de santé. Et donc, quand on prend ces trois critères, on construit un indice qui est l'IDH. Alors là, on voit bien que la grande tache blanche au milieu, c'est bien l'Afrique subsaharienne. Alors avec effectivement l'Afghanistan et
et l'Iran, ce qui ne surprendra personne, non, l'Afghanistan, pardon, et le Pakistan. Pour le reste, on connaît les différences. Mais on voit que l'Afrique du Nord, avec l'Algérie qui ressort de l'image parce qu'il y a des richesses pétrole-gaz qui influent fortement sur le classement IDH, ça donne ça. C'est-à-dire que quand on regarde les classements des 200 pays du monde, à peu près, je simplifie, je l'ai déjà dit, tous les pays africains, à l'exception des pays d'Afrique du Nord et du Sud, sont dans les derniers. Et on ne parle pas que de richesse, on prend en compte la richesse, l'éducation et la santé. Alors, il y a aussi ce tableau. Bon, j'aime bien les tableaux, mais peut-être qu'il est difficile à lire. Le rang IDH, vous voyez, il démarre à 62, c'est-à-dire au-dessus des Seychelles, il y a 62 autres pays, mais les Seychelles, c'est le premier pays, entre guillemets, parce que 100 000 personnes, bon, le premier pays qui a l'IDH le plus élevé en Afrique. Le deuxième, c'est aussi une île, c'est l'île Maurice. Alors, en laissant tomber ces deux îles, le premier pays d'Afrique classé à l'indice IDH, c'est l'Algérie. Le deuxième, c'est la Tunisie. Et puis arrivent 9 et 10, l'Égypte et le Maroc. Alors il y a effectivement des exceptions. Botswana, c'est évidemment les mines, et surtout les mines et le tourisme. Le Rwanda, je vais y revenir. Et le Gabon, c'est bien sûr pétrole-gaz. Le Rwanda, ils sont pas riches. Regardez le revenu par dollar par habitant, ça détonne. Mais l'IDH élevé s'explique donc par les deux autres critères de l'IDH, c'est-à-dire l'éducation et la santé, pour lesquels le nouveau pouvoir, depuis 30 ans, a mis un paquet énorme, aidé largement par toute la communauté internationale, pour lesquels le mot Rwanda est synonyme d'absence de contrôle. Enfin, j'exagère, mais quand le Rwanda fait une demande, on ne réfléchit pas. C'est ce qui m'a été dit par des gens de la Banque mondiale. Ce n'est pas tout à fait exact, mais ce que je veux dire, c'est qu'on dirait que la communauté humaine essaye de se racheter à travers l'aide colossale qu'elle donne au Rwanda et qui lui permet de se classer, malgré un niveau richesse bas, de se classer au 6e rang des pays d'Afrique en termes d'IDH. J'ai mis à droite l'essentiel de la richesse, d'où venait l'essentiel de la richesse. Et on va entrer donc... c'est pas encore là. Voilà. Donc on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Bon. Alors, le plan pour étudier l'économie marocaine, économie résultante, c'est l'habituel, c'est-à-dire, mais sauf que, au lieu de prendre comme date butoir la date de mon travail, de ma présence en tant qu'économiste là-bas, j'ai mis pour le pays, pour le Maroc, j'ai mis la date de l'indépendance, parce qu'elle représente quelque chose pour moi, vous allez le comprendre. Et donc on va regarder le pays jusqu'à l'indépendance sur les plans géographie, histoire, sociale et économique. Et puis après, on regardera depuis l'indépendance ce qu'il est devenu, son histoire et sa géographie. Je remets 3 points de suspension, l'économie et mon travail. Dans cette période-là, et la société marocaine aujourd'hui, comment elle se présente et surtout où va-t-elle, pas seulement sur le plan économique d'ailleurs. Alors, la géographie. Bon, la superficie, alors je triche un peu parce que je parle d'avant 75 alors qu'on est avant 56, mais avant 75, le pays faisait 450 000 km², c'est-à-dire un ordre de grandeur comparable à celui de la France. 550. Et ça, c'est avant 75, parce qu'en 75, le roi a décidé d'annexer
par la marche verte de 350 000 volontaires armés de rameaux d'olivier et de petits drapeaux, d'aller conquérir le Sahara qui, dans son souvenir de souverain du Grand Maroc, le Maroc s'arrêtait au fleuve Sénégal. Donc voilà ce qu'il a rajouté. Alors évidemment, il n'y a que du sable, mais sous le sable, il y a des choses intéressantes. Donc la superficie, alors selon qu'on considère, bon, avant ou après la marche verte, parce que les Nations Unies n'ont pas vraiment entériné l'annexion. C'est toujours qualifié d'annexion temporaire. Parce que ce qui est un peu plus au sud, et même ce qui en fait partie, est agité par des tas de... Vous lisez les journaux, donc vous écoutez les nouvelles, il y a des tas de conflits qui impliquent aussi l'Algérie, parce que l'Algérie elle est très voisine. Bon, on arrive à la topographie. Alors la topographie du Maroc, c'est simple. Il y a au centre le Maroc traditionnel. Hein. Au centre, vous avez une chaîne de montagnes qui va jusqu'à 4170 mètres, le Djebel Toubkal. Et il y a l'Atlas principal qu'on voit, le Haut Atlas, le Moyen Atlas qui est un petit peu au nord, où il y a les villes de Meknès et Fès, et puis la chaîne du Rif qui est cette virgule-là, et qui a fait beaucoup parler d'elle dans l'histoire, notamment avec les Espagnols. On va y venir. Donc la topographie est simple. À l'ouest de cette barrière montagneuse, c'est un pays où on peut cultiver, vivre, bien que la pluviométrie soit pas terrible. Et à l'est et au sud, on est dans le désert, ou quelque chose de très désertique, où c'est une culture d'oasis qui s'est mise en place. Alors le potentiel agricole, c'est ce qui fait vivre un pays au début de son histoire, et ça se traduit par ce qu'on appelle la surface agricole utile, c'est-à-dire vous prenez un hectare de montagne, la SAU pratiquement rien, selon si l'on est très haut ou pas, et vous prenez un hectare de plaine de Beauce ou plus près de chez nous, vous verrez que la surface agricole utile, où il est possible de faire pousser des végétaux, ça peut atteindre 50, 60, 70, 80%. Alors, là au Maroc, la pluviométrie commande sur la disponibilité de la terre, c'est-à-dire selon que la pluie est importante ou pas, le potentiel agricole est réel ou pas. Alors bon, la grande langue jaune, là j'en parle même pas, cette pluviométrie est inférieure à 150 mm, les bonnes années. Ensuite, il y a, en remontant les couleurs sur la droite, on a la montagne qui est en rouge, bon où il pleut, mais la SAU ne dépasse pas 12%. Donc on cultive pas grand-chose, c'est des territoires berbères, on va en reparler. Ensuite, il y a deux endroits qui sont qualifiés de défavorables. Défavorable oriental, c'est la partie à l'est qui touche l'Algérie, la région d'Oujda et compagnie, et le défavorable sud, qui est la partie Marrakech, gris foncé. Alors ça, ce sont des territoires où il pleut 200, 300 mm et où la surface agricole utile est évaluée à 12% aussi. C'est pas terrible. En revanche, il y a une zone, la zone bleu clair, qui reçoit plus de pluie, entre 300 et 400 mm, et qui fait 24% de SAU jusqu'au jardin du Maroc, qui est la zone dite favorable avec 400 mm et 30% de SAU, mais c'est quand même un peu montagneux aussi. Donc c'est un pays qui n'est pas totalement doté positivement sur le plan agricole. Alors, l'histoire. Alors je vais faire résumer parce que l'histoire du Maroc, il y a beaucoup de traces. Alors on peut pas les rater.
Bon, l'Antiquité, les Romains sont là, c'est Mare Nostrum, donc le Maroc y a droit, il y a des ruines un peu partout, c'est magnifique, notamment les colonnes du temple de Volubilis, là, avec un nid de cigogne sur la première colonne. Et puis arrive l'islam, parti donc d'Arabie, qui va conquérir toute la zone en marron clair, marron foncé, enfin cette zone-ci. Et les petits vers de terre qui s'ajoutent sont les routes commerciales, et j'ajoute et d'esclavage, puisque à travers le désert du Sahara, les musulmans ne se sont pas gênés pour aller chercher de la force de travail là où elle était. Bien avant que, entre le 8e et 10e siècle, bien avant que les Européens s'y intéressent. Alors au Moyen Âge, c'est affolant le Moyen Âge marocain, parce qu'il y a des traces de tout, il y a des dynasties qui se succèdent, des frontières qui se créent, qui se bougent, donc je vais très vite. Son histoire est liée à l'Espagne, qui pour les Arabes s'appelle Al-Andalus, parce que c'est la terre où il y avait des Vandales, Vandalus, Al-Vandalus, Al-Andalus, l'Andalousie. Donc ils ont conquis ça autour de 700, et ça a sans arrêt fait un peu le va-et-vient avec le Maroc, Al-Andalus et le Maroc. Et puis également le Grand Sud, puisque là on a la dynastie, l'empire almoravide qui va jusqu'au fleuve Sénégal et jusqu'à l'empire du Ghana en bleu. Ça c'est le Grand Maroc. Alors quand le roi du Maroc a des rêves de Grand Maroc, il rêve de ça. Alors évidemment tout le monde n'est pas d'accord. Mais quand il dit le Sahara, c'est chez nous depuis très longtemps, il se base là-dessus. Et puis après N dynastie et changement de frontières, on arrive aux Alaouites qui se sont installés depuis donc le XVIIe siècle, et bon, qui n'étaient pas mauvais non plus en surface. Et ce sont les Alaouites qui sont toujours au pouvoir actuellement. C'est Mohamed VI, le dernier des Alaouites. Alors dans l'histoire moderne, ça se passe comme partout ailleurs en Afrique, c'est-à-dire que vers le 15e, les Portugais commencent à renifler. Si ici on pourrait pas faire un comptoir, là on pourrait pas échanger quelques esclaves. Oula, c'est ça. Bon, pardon. Et puis il y a des nombreux conflits sur ce territoire. Et finalement, en 1906. La fameuse conférence d'Algésiras où l'Europe se réunit et se répartit l'Afrique. Après la conférence de Berlin de 1884, il restait à résoudre le problème de l'Afrique du Nord. C'était pas clair. Les Français étaient établis en Algérie depuis 1830, mais Maroc, Tunisie. Alors le Maroc, il y avait déjà pas mal de comptoirs et d'installations franco-espagnoles, françaises et espagnoles. Donc la conférence d'Algésiras s'est dit, écoutez, le Maroc c'est France-Espagne. Très bien. Et le lendemain, ou peu de temps après, la France, généreuse, offrait sa protection. Tu la veux, ma protection? Et au sultan, qui a dit, oui, bien sûr, je veux la protection de la France. Le voilà qui signe, sous haute protection, le protectorat. Parce que c'est vrai que c'était le bazar dans le Maroc, les tribus se guerroyaient, et que c'est vrai qu'il y avait une demande peut-être pas formulée de façon très explicite, mais en tout cas, il y avait un besoin. Donc, le sultan signe son arrêt de vie et s'engage alors entre 1912, un peu avant, et 1934, mais sans jamais vraiment terminer, ce qu'on a appelé la pacification, et où s'est illustré le maréchal Lyautey, qui n'était pas maréchal à l'époque, et qui a, avec ses troupes et ses armes modernes, a eu raison de tous les petites tribus. Il a
pu dire en 1934, voilà, c'est fait, on peut avancer. Et puis, en fait, jusqu'en 1955, les choses se sont calmées, mais il y avait des coins du Maroc où il n'était pas recommandé d'aller se promener sans escorte. Et finalement, en 1955, ces petits points qui couvaient ont fini par devenir actifs, et c'est ce qu'on a appelé la deuxième guerre du Rif. Bon, c'est pas jusque-là, parce que c'était pas aussi grave, mais ça s'est traduit par 1956, l'indépendance. Voilà. Alors, je voudrais faire une parenthèse pour vous dire, mais qu'est-ce que je fais dans cette galère? Alors, ça va être très personnel, excusez-moi. Ça, c'est le Maroc qu'on a protégé. Alors, à gauche, vous avez l'histoire du Maroc, et à droite, vous avez mon histoire. Alors, bon, c'est un peu compliqué, mais vous comprendrez ce qui m'attache. Voilà, 1830, conquête de l'Algérie, le coup de l'éventail. Je vous ai fait le coup de l'éventail, non? Vous ne l'avez pas vu? Bon, la France et l'Algérie commerçaient déjà depuis Napoléon. La France achetait du blé à l'Algérie. Et puis, il y avait donc un consul, et un jour, ce consul est allé rendre visite. Je vais essayer de trouver la photo. La voilà. Non. Bon, mais ça fait rien. Et le B, parce que c'était comme ça qu'on nommait le président, enfin je sais pas, le chef de l'Algérie, c'était une terminologie qui venait des Ottomans, parce que l'Algérie et la Tunisie ont été, sauf le Maroc, souvent sous le joug ottoman. Et le B d'Alger a donné un coup d'éventail au consul de France. Alors, ça, débarquement immédiat. On leur a même pas offert le protectorat. On a dit, vous voyez, en 1848, il a fallu quand même guerroyer jusqu'en 1947 pour coincer Abdelkader, le chef de la résistance. Et le lendemain, ou presque, en 1948, voilà, l'Algérie c'était la France. On crée 3 départements, et à partir de maintenant, c'est pareil. Enfin, pour les Français, hein. En 1881, il y avait un autre pays, ça manquait au paysage là. À l'extrême est, il y avait la Tunisie, ça faisait désordre. Je suis sûr qu'ils ont besoin d'être protégés. Donc ils sont allés demander au D de Tunis s'ils voulaient la protection de la France, oui. Traité du Bardo. Et 1912, on l'a vu tout à l'heure, protectorat du Maroc. En 1942, débarquement allié, on saute les années, en Afrique du Nord, et en mars 1956, indépendance. Alors, comment je m'inscris dans cette... C'est très intéressant. Comment est-ce que je m'inscris dans cette histoire? Bien, en 1860, c'est de gaz, et qu'il se pourrait très bien que... Mais je n'ai pas trouvé de documents le disant. Alors, en 1918, parce que dans cet hôpital, les jeunes filles de Mascara, dont les jeunes filles Cuc, se portaient volontaires pour soigner, pour les militaires qui venaient du front, qu'on envoyait au soleil. Et donc elle a rencontré le docteur Boissonneau, ils se sont mariés sans délai en 1918. Un peu plus tard, 20 ans plus tard, ce sont mes parents qui se sont mariés, toujours en Algérie. Et puis en 1943, après le débarquement alliés en Afrique du Nord, Casablanca, Oran et Alger, auquel le régime de Vichy a fait très peu de résistance. J'entre pas dans les détails. On a créé au Maroc un corps de contrôleurs qu'on appelle contrôleurs civils. Alors, ils étaient en uniforme, mais c'était des contrôleurs civils. C'est Lyoté qui avait insisté pour qu'on crée ce corps. Et comme mon père parlait arabe d'Algérie, on lui a dit, justement, au Maroc, qui est un peu différent, et il a fait toute sa carrière d'Afrique du Nord dans le corps de contrôle civil, en gravissant les échelons, en commençant avec une petite circonscription, en terminant avec un grand territoire
grand comme un département presque. Et après, bon, 44, voilà, je suis né à Meknès. Et entre 44 et 56, on a fait 4 postes de contrôle civil, de plus en plus importants. Le dernier, et c'est là où il y a tous mes souvenirs, on y était entre 6 et 13 ans. Voilà, si vous vous souvenez de cette période pour vous, je sais bien que tout est fini à 6 ans, mais qu'après 6 ans, il se passe quand même d'autres choses. Et puis en juin 56, voilà, mars 56, indépendance, on leur a donné aux contrôleurs civils, on leur a dit vous avez bon, 1 semaine, 2 semaines, parce que c'est vous. Et donc on est parti en voiture, en pleurant. Alors pour que vous compreniez, ah voilà le coup de l'éventail, qu'est-ce qu'il fait là? Vous voyez, il y a une attaque intolérable là. Donc voilà. Ah oui, ça c'est les troupes du duc d'Aumale qui poursuivent Abdelkader. Et ici, je vous ai fait une animation, parce que je me rends compte que vous avez adoré. C'est moi et l'Afrique du Nord. Alors, ici, donc première, en 1860, voilà, émigration de mon arrière-grand-père Cuc, du Tarn vers Mascara, où il s'est lancé dans l'agriculture. Enfin, il a continué à faire de l'agriculture et du vin. Et puis ma mère y est née. En 1905, mon grand-père paternel a été affecté au chemin de fer d'Algérie, dans la ville de Bonn, dont il est dit que le cimetière de Bonn, tellement qu'il est joli, envie de mourir il te donne. C'était très célèbre. Donc ensuite ils ont été mutés à Alger. 1939, mariage de mes parents, voilà, c'était la petite flèche 3 là, à Mascara, parce que mon père était mobilisé, il était mobilisé 3 fois entre 39 et 43. Et donc là, il était toujours sous le drapeau, mais il avait une permission pour aller se marier à Mascara. Ils ont fait un petit voyage de noces dans le sud tunisien. Ils avaient un drôle de choix parce qu'il y a Rommel qui arrivait là. Bon, j'ai pas trop compris, mais enfin, j'ai des photos. Non. Ensuite, il est nommé à Guersif, donc de l'autre côté de la frontière, dans l'oriental, comme ça s'appelle au Maroc maintenant. Et puis à Meknès, où il est nommé instructeur de cavalerie, dont il était lui-même diplômé de Saumur, instructeur de cavalerie à l'école d'officiers de Meknès. Et puis ça dure 1 an. Et en 44, après ma naissance, et jusqu'en 56, il y aura donc 4 affectations dans le Maroc, dont une dans ce dernier endroit où j'ai tous mes souvenirs. C'est plus clair comme ça, hein? Vous avez pris note, hein? C'est important. Non mais c'est pour vous dire que c'est mon pays, que ce que je dis n'est pas neutre, j'ai conscience de ça, et je ne peux pas être neutre vis-à-vis du Maroc. C'est mon pays et j'en connais toutes les richesses, toutes les merveilles et toutes les moins belles merveilles, je crois. Alors, jusqu'en 56, comment se présente la société au Maroc ? La population, elle est passée de 3 millions marocaines, de 3 millions en 1912 au protectorat, à 10 millions en 1956. Taux de croissance important, toujours, nombre d'enfants par femme autour de 4-5, mais une présence berbère très importante, jusqu'à 40%. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit des Berbères, c'était la population primitive, première de l'Algérie et du Maroc et de la Tunisie. En fait, il y a plus de Berbères au Maroc, encore maintenant, où on estime qu'il y a 30% de la population qui parle berbère. Par exemple, si vous voulez du pain en arabe, vous dites « Jibl Khobs ». Jibl Khobs. Mais si vous êtes berbère, vous dites « Aoui Daroum ».
Vous voyez que c'est pas bon, c'est une langue complètement différente. Et les Français, ça a monté jusqu'à 500 000. On était 500 000 en 56 à prendre la voiture, le bateau, l'avion, pas beaucoup. Et en 56, ça rentrait bien avant l'Algérie, dans un pays qui n'avait aucune idée de ce qu'était le Maroc, les contrôles civils, le truc. On s'est retrouvé dans des conditions de vie très 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 différentes de celles qu'on avait connues, parce que il n'y avait pas de logement, il n'y avait pas de construction, il n'y avait rien. Donc il a fallu monter. La France s'est lancée dans la modernité, et entre 56 et 60, il a été construit, mais des milliers, ou même des centaines de milliers de logements, parce qu'on sentait aussi que du côté algérien, il y allait peut-être avoir une demande. L'habitat, les Marocains, c'est essentiellement rural. Alors je vous ai mis les deux termes standards. Fille le bled dialecte, et toi d'où tu viens? Le bled. Le bled, mon bled, c'est Tarbes. Là, c'était Fribnsal, le bled, et le douar qui est une unité un peu plus grande que c'est plusieurs bleds. Bon. Mais les Français, où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient, à part les cowboys qui se trouvaient dans les campagnes pour faire le contrôle civil et davantage, on va y venir, c'était essentiellement urbain. Donc Casa, bien sûr, la grande ville, mais aussi les villes impériales, Rabat, Meknès, Fès, Marrakech, qui étaient très attirantes. Et puis beaucoup, j'ai oublié, dans la population, il y avait une très forte communauté juive de l'ordre de 300 000, qui était essentiellement urbaine. Il y avait des quartiers juifs dans toutes ces villes. Les Mellah, c'était le quartier juif. Mais tout le monde vivait en bonne entente. Il n'y avait pas du tout en bonne entente. Ils étaient les uns et les autres dans les mêmes circonstances économiques. Il y avait des juifs pauvres, il y avait des juifs riches, il y avait des Marocains pauvres, des Marocains riches, mais il n'y avait pas d'antisémitisme. Alors, les relations entre ces trois communautés, à part celles que je viens de mentionner entre arabes et juifs, c'était des relations séparées. Moi, alors je vous ai mis, oui, le Marzen. Le Marzen, c'est l'administration au sens marocain, quoi. Parce que l'administration marocaine restait en place. C'est ça un protectorat. C'est pas une colonie où on dit bon, tirez-vous, c'est nous. On arrive, on vous protège, et on va protéger donc les qaïd. Qaïd, c'est les tenants de la qaïda, la qaïda, c'est la coutume. Et non pas seulement les assassinats, les exactions. C'est la coutume, c'est la charia, la loi du Coran. Et tout ça était en place. C'est-à-dire que mon père travaillait avec les qaïds de sa zone. Et il y avait une grande estime réciproque. On ne peut pas dire qu'il y avait de la séparation, mais dans les domaines de la vie courante, c'était très séparé. Éducation, justice. Ils rendaient la justice assis à côté du qaïd pour faire respecter la qaïda, la coutume. Alors un tel, mais tu as volé 3 brebis, la charia dit ça, mais mon cher ami qaïd, la charia, ça fait un peu rétrograde. On va appliquer une justice moderne, parce que le type avec 3 brebis, il devait être, je sais pas, donc dans la charia, et on rigole pas. Donc il essayait, en arabe et en berbère, de faire passer des notions de justice moderne. En tout cas, détachées de la religion. Alors cette séparation, elle se traduisait en fait par une certaine domination. On peut pas l'éviter. On avait des niveaux de vie qui étaient
sans commune mesure avec le commun. Mais ce n'était pas une domination violente. Et il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'estime réciproque à tous les niveaux. Moi, je n'avais de rapport, même si j'ai un excellent arabe, je n'avais de rapport avec... Mais tous mes copains étaient français. Tous. J'allais à l'école française. C'était une petite ville de 10 000 habitants. On était 300. Il y avait 9700 Marocains. On était dans une partie nouvellement dessinée, avec des avenues dessinées par mon père. Alors, il fallait que ça soit rectangle, et avec des jardins, etc. Et on n'avait pas de contact avec la population marocaine, sauf à aller au souk, le souk au milieu de la Médina, qui était l'endroit du marché. Et bien sûr, j'allais oublier les domestiques, avec guillemets, avec ce que vous voulez, puisqu'on avait 3 types à la maison, tous plus fiers les uns que les autres, qui servaient. Non, ils avaient une grande fierté, on les respectait, mais ils travaillaient pour nous. Il y avait donc le majordome principal, qui avait une barbe énorme. Il y avait le cuisinier, et puis il y avait un peu l'homme à tout faire. Et on n'avait pas de dame. Et alors pour le jardin, c'était facile, on avait un jardin de 2 hectares, et un parc. Et mon père, en tant qu'administrateur de la circonscription, mettait les gens en prison, très souvent, pour des petites contraventions, des petits délits. Tiens, ben, va cuver en prison quelque temps. Et si ce temps s'éternisait un peu, il leur disait, ben, ceux qui veulent sortir travailler dans mon jardin sont les bienvenus, ça vous fera respirer. Alors ça a commencé comme ça, et puis finalement ils étaient tous des volontaires, et alors il a créé une brigade d'entretien de la ville. C'était tous alors ça se passe en France aussi, on va dormir en prison et le matin on travaille. On va à son travail. Et alors, donc, les mahbouz, c'était les prisonniers. Alors, bon, ils venaient enlever les mauvaises herbes, ratisser. Et voilà, à part les commerçants de la Médina, les réparateurs de vélos surtout, très important, les domestiques et les prisonniers qui venaient faire le jardin, je n'avais pas de contact avec la population marocaine. Alors on me dirait, mais où est-ce que tu as appris ton arabe si policé? Eh bien je vais vous dire, c'est mon père qui, tous les soirs, au coin de la cheminée, parce qu'il faisait froid, en tout cas l'hiver, l'été on avait 40, nous faisait des cours d'arabe. Et puis, quand on est petit, on attrape tout, et dans l'oreille, j'ai tout. Et quand j'arrive au Maroc... et que je ne peux pas m'empêcher de dire, bon, je sais pas, je dis 10 mots, mais j'en ai bien une centaine, des mots de bienvenue, ou des mots qu'on dit dans un contrôle de police, ou le type dit, ah, un taf Maghreb, tu viens du Maroc. Bon. Et il me débite un truc auquel, bien sûr, je ne comprends rien. Parce que c'est très frustrant, mais j'ai l'accent, quoi. Il y a pas, j'ai un très bon accent, au point que je peux être confondu. Mais pas plus. Et il reste, l'accent, parce que j'ai pas l'occasion d'en parler souvent, là, mais bon. Mais vous allez voir, je suis surtourné plein de fois après. C'est passionnant, non, alors, l'économie, ayant vu un peu l'histoire, la géographie, la société, qu'est-ce que ça donne dans l'économie de 56? Eh bien, c'était une économie, et je me lance, de prélèvement. Alors, on dit ça souvent pour les pays colonisés. Le colonisateur impose ses règles, souvent son travail forcé, les exportations, etc. Bon, c'était pas jusque-là, c'était même pas du tout jusque-là, ça n'allait pas, mais c'était quand même une économie de prélèvement, parce que le Maroc, on était au Maroc, c'était pas pour rien. Il fallait que ça... C'était pas seulement pour le prestige de la métropole, il fallait que ça rapporte. Alors... l'agriculture, bien sûr,
l'agriculture et les mines. Ça, c'est le prélèvement type, hein. On ramasse et on s'en va. Les mines, alors le Maroc est très riche en mines, en particulier les phosphates, qui sont très importants pour les engrais en Europe. Et donc, il y avait un gros trafic de minerais. Et puis, l'agriculture, c'était essentiellement des fruitiers, mais aussi des céréales pour faire la pointe. Qu'on payait, hein. On ne prélevait pas, à part le minerai. Ça appartient à tout le monde, le minerai, donc on pouvait s'en servir. Et il fallait l'extraire, il fallait faire tout ce qu'on fait avec du minerai avant de l'exporter. Vers la métropole. Alors, il a fallu augmenter le prélèvement grâce à l'irrigation. Alors, l'irrigation, en France, on ne savait pas trop. Jusqu'au lendemain de la guerre, on a vu, au moment du plan Marshall, il y avait des rapports et des incitations en France métropolitaine à démarrer l'irrigation, sur le modèle californien, bien sûr. Ce qui fait qu'en 1950, à peu près, on a commencé à voir au Maroc se réaliser ça s'appelle comme ça, des périmètres d'irrigation, c'est-à-dire en fait des grandes zones où l'irrigation est contrôlée, sécurisée. Et bien sûr, mon père étant ingénieur agronome dans le civil, dans son jeune civil, il s'est lancé. Parmi les tâches de son contrôleur, cette tâche de contrôleur civil, il y avait celui de développer le pays, de développer la circonscription, comme on disait, et qui faisait quand même beaucoup, 10 000 kilomètres-carrés. Donc, il y avait, dès 50, il y avait un périmètre près de la ville où on habitait, et il en a fait un truc extraordinaire, très, vous verrez, très au cordeau. Et en 1955, l'administration française du protectorat a créé les premiers offices régionaux de mise en valeur agricole, les ORMVA, dont celui de Friebensal, qui était dans la grande plaine du Tadla, s'appelait l'ORMVAT, l'ORMVA du Tadla. Le Tadla, ça voulait dire la gerbe qu'on coupe. Donc c'était un périmètre fertile. Et voilà ce que ça a donné. Alors, j'ai fait une photo. Ah mince, j'ai oublié les bouquins. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Prodige de l'irrigation au Maroc. Ma vie. Donc il a réussi à raconter sa vie en ne parlant de nous qu'une page. Et je ne sais pas si c'est même pas en note de bas de page. Parce que ce qui était important là-dedans, c'est un bouquin d'hydrologie, d'hydraulique et d'agronomie. Donc il a donné tout son être et il a eu cette réussite magnifique. Et, tranche de vie, il a voulu écrire et puis il est arrivé à 56, disant je ne sais pas ce que c'est devenu. On lui a dit il faut aller voir. Et on était en 80. Et les Marocains, il a pris des contacts, les Marocains l'ont invité, disant mais viens voir. Et il en est revenu enchanté parce que le périmètre avait été passé à 100 000 hectares irrigués. Alors, je ne sais pas si 100 000 hectares, ça fait un paquet. Combien il y en a en Gascogne? 30 000? Oui, à peu près. Bon. C'est un gros périmètre. Alors regardez comme c'est beau ces chevrons. C'est pris du barrage de Bin Louidan, qui a été réalisé donc avec mon père, et en bas sous le pylône là vous voyez une usine hydroélectrique là, parce que le barrage lâchait dans des conduites forcées l'eau du périmètre qui, avant de se répandre dans les parcelles, faisait tourner des turbines. Et ça existe encore, parce que pas plus tard qu'hier, notre collègue Bernard Ballas des coteaux de Gascogne m'a envoyé des photos satellites du périmètre des Beni Amir Beni Moussa,
où on voit encore, on ne voit pas tout à fait les chevrons, mon père serait triste, mais on voit en tout cas de belles parcelles et bien vertes. Alors, l'histoire, depuis 56, comment ça s'est passé? Eh bien, de 56 à 61, c'était Mohamed V, qui avait été exilé à Madagascar jusqu'en 56, parce que dans les années 50, on trouvait qu'il fomentait ou il laissait fomenter, donc on l'avait, le Canard enchaîné avait un beau titre. Dans son exil à Madagascar, le sultan contemple les plus noirs des saints. Non, comment on dit contemple? Non, fait penser au... Enfin bon, bref, voilà. Il y avait une plaisanterie du Canard enchaîné. Son travail dans ces 5 années, ça a été de démarrer la déprotectorisation, c'est-à-dire de ranimer l'administration marocaine qui était restée en place, en lui donnant de nouvelles fonctions, en faisant une vraie administration du pays. Et puis en 61, il est décédé, son fils lui a succédé, Hassan II, toujours les Alaouites, ce sont les Alaouites, de père en fils. Hassan II, 38 ans de règne, des débuts difficiles parce que il était jeune, l'Algérie faisait des misères dans le sud, il a eu 2 coups d'État militaires au Maroc contre lui qu'il a réussi à annuler, et il a lancé alors en novembre 75, c'est son fait de gloire, la marche verte, donc ces fameux 350 000 volontaires qui sont partis conquérir les sables du Sahara au sud. Alors après ça, il y avait une espèce d'unité politique retrouvée. C'est un peu un grand débat avec quelque chose qui suit, quoi. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que est arrivé le choc pétrolier. Je ne sais pas si vous vous souvenez du choc pétrolier. L'essence coûte 2 € là, on va dire, simplifié. Du jour au lendemain, elle était affichée à 8. Et puis en 79, elle a été affichée à 24. C'est-à-dire qu'en 6 ans, nous, tous, mais on ne s'en souvient pas, nous sommes passés de 2 à 24 € le litre, sans qu'il y ait de gilets jaunes, sans qu'il y ait des morts, ou pas beaucoup, et c'est assez extraordinaire. Moi je me disais comment ça se passerait si c'était comme ça maintenant. Bon, à la suite de ce 3 x 4, 12, de ce plus que décuplement du prix, le FMI et la Banque mondiale ont mis en place, parce que l'économie mondiale était en panne et les pays qui en dépendaient, c'est-à-dire qui en dépendaient, le Maroc en particulier, étaient aussi en panne. Alors le FMI, Fonds monétaire international, a mis en place des plans d'ajustement structurel, c'est-à-dire il arrivait, il disait bon, ici il faut moins d'État, moins d'impôts, et faut vendre toutes ces sociétés publiques au privé, ça va beaucoup mieux marcher. Et ils ont continué à faire ça parce qu'en Grèce, par exemple, ils ont exigé que la Grèce vende ses chemins de fer, avec le succès qu'on sait là, il y a 15 jours. Il a lancé quand même, parce qu'il sentait le vent, c'est pas fini, non? Non, hein? Il sentait le vent, une grande vague de privatisation et de réformes libérales sur les instructions du FMI. Et puis, à son décès, lui a succédé Mohamed VI, dit M6, par les Marocains eux-mêmes. Alors, M6. Alors, il a poursuivi l'ouverture, entre guillemets. Bon, il faut savoir que c'est une monarchie religieuse, chérifienne. Chérif, c'est un descendant du prophète. Les Alaouites sont descendants du prophète. Donc celui qui représente le prophète, c'est Mohamed VI. Et sa devise devant les tentations djihadistes, c'est « plus musulman que moi, tu meurs ». Mais pour de bon. Et bon, ça tient un pays, ça.
Parce qu'il y a la religion, c'est plus la charia, il y a maintenant une législation moderne, pas dans tous les domaines, mais la religion pèse d'un poids énorme, énorme. Le roi est le représentant de Mohammed. En 2016, c'est le début de Trump, j'allais dire la catastrophe trumpiste, où c'est la fin du multilatéralisme, ça y est, chacun fait ce qu'il veut, où il veut, se retire de traités, en conclut d'autres. Donc le Maroc s'est dit, tiens, pourquoi pas moi? Il y avait la Russie et la Chine qui faisaient des sourires comme ça, et avec un but et un seul, c'est d'acheter des terres pour produire pour leur pays. Mais bon. Et en 2021, ah oui, il travaillait avec, j'ai pas parlé du PJD, oui, le Parti des jeunes démocrates, qui est une droite islamiste, qui heureusement, j'allais dire, s'est effondré en 2021 de façon spectaculaire, je ne sais pas pourquoi, et le relais étant pris par le Rassemblement national des indépendants, qui lui vise clairement à une démocratie, la fin du pouvoir absolu. Mais, et plus musulman que moi tu meurs, mais jusqu'à quand? La structure de l'économie, c'est celle-là. Vous vous souvenez de mes petits graphiques, les couleurs sont un petit peu différentes, mais enfin vert c'est le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture et les mines. Rouge c'est l'industrie, hein, faut voir, les hauts fourneaux si vous voulez, c'est rouge. Et bleu ce sont les services, je cherchais des cols, non malheureusement ils ne sont pas bleus, mais les cols blancs, mais sont tout ce qui est accompagnement de la production, éducation, santé, commerce, administration, etc. Alors ça c'est la structure de la valeur ajoutée, parce que le produit intérieur brut c'est la somme de tout ce que les secteurs et sous-secteurs avant eux produisent en valeur ajoutée, c'est-à-dire on ne compte pas ce que réalise une industrie, on compte ce qu'elle a ajouté par le fait de son activité. Si je vends de la farine en paquet, je la vends à 1 euro, on ne va pas me compter comme produit intérieur brut 1 euro. On va déduire le prix de la farine que j'ai acheté pour 50 centimes. Donc la valeur ajoutée, ce n'est que 50 centimes. Alors le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées de tous ces secteurs, de ces 3 secteurs, lesquels agrègent des milliers d'autres secteurs, sous-secteurs. Donc on a une structure qui est, si vous vous souvenez de la place que prenaient les services, le secteur bleu, dans certains autres pays, par exemple au Rwanda, ou même en Côte d'Ivoire, qui arrivait jusqu'à presque un tiers, bon là on est bien en dessous. Mais ça c'est la valeur ajoutée. Et si on regarde ce que ça donne au niveau des emplois, on a cette structure-là qui est pas du tout pareille. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors on peut en dire plusieurs choses. Prenons le secteur primaire. En valeur ajoutée, il produit 55,8, 56%. Et ces 56% sont fournis, réalisés par 39,3% de la main-d'œuvre, marocaine. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire que les Marocains les agriculteurs sont vachement bons, parce que moins ils produisent plus. Alors ce qu'on oublie peut-être, c'est que dans ce secteur vert, il y a aussi les mines. Et les mines, bien sûr, ça a une grande valeur ajoutée, et je pense que la différence s'explique de cette façon. Le secteur secondaire, c'est presque la même constatation. Ça voudrait dire une chose, c'est que l'emploi, en fait, est le fait de gens moins nombreux que ce qui proportionnellement ils pourraient produire, c'est-à-dire que ce sont des gens formés.
vraisemblablement. Quant au service, ce tout petite valeur ajoutée de 13,6% est produit par 39,2%. Le déséquilibre est flagrant. Je l'ai rappelé ici, voilà, mais ça veut dire en emploi, ça fait moins ou plus. Alors le secteur primaire, qu'est-ce qu'il y a? L'agriculture d'exportation, toujours, mais sur une autre échelle. Il y a maintenant 10 grands périmètres qui produisent l'essentiel des cultures d'exportation, avec une bataille autour de l'eau parce que la pluviométrie ne s'améliore pas, et puis un gros développement du secteur minier, phosphate bien sûr, le Sahara au sud, très riche en phosphate, la bande là, conquise, phosphate, plomb, argent, or, enfin il y a tout. Et ici, je vous ai mis le nombre de grands barrages. C'est spectaculaire. Il n'y a pas d'écologistes là. On parle de barrages. Hein. Alors ici, en 58, il y avait 12 grands barrages pour alimenter la population, les cultures. Et puis, jusque 81, bon, ça... Déjà une bonne progression, mais après il y a eu une explosion. On est aujourd'hui à 110 grands barrages. Alors certains sont sur le même fleuve, à plusieurs états de son cours. Alors ils sont malheureusement, et surtout avec la pluviométrie se dégradant, ils ne sont pas pleins tous les jours, tous les ans. On dit que ce sont des barrages à remplissage pluriannuel, mais c'est très difficile à gérer. Parce que quand vous donnez de l'eau, quand vous fournissez de l'eau, que ce soit pour de la consommation urbaine ou agricole, les gens prennent l'habitude de cette consommation. Et si l'année d'après on dit désolé, il n'y a que 50%, c'est pas facile. Le secteur secondaire, alors bien sûr en liaison avec l'agriculture, tout ce qui est exporté par des industriels alimentaires qui habillent le produit ou le transforment un peu. Et pour le reste, le Maroc a joué la carte à fond et continue à la jouer, la carte de la délocalisation, c'est-à-dire messieurs les Européens, messieurs les capitalistes européens, et en particulier français, venez au Maroc. Nous avons de la main-d'œuvre formée, nous avons la langue, nous parlons votre langue. Venez chez nous, c'est l'Europe au soleil. Et nous avons de la main-d'œuvre formée. Donc venez, c'est proche. Si vous allez à Marcadieu, il y a des camions marocains qui font la navette pour nos artichauts et nos fraises. On traverse l'Espagne, ils traversent l'Espagne en un jour. Et enfin, dans le secteur tertiaire, un développement sous contrôle, parce que c'est dans le secteur tertiaire qu'il y a les plus d'agitation sociale, quoi. C'est là où les idées modernes se développent. Mais il joue quand même l'Europe sous le soleil. Moi, je sais que quand je téléphone et qu'on tombe sur un centre d'appel, 9 fois sur 10, on est à Rabat ou Casa. Alors je parle. J'ai l'oreille qui, dès la première phrase de l'interlocuteur qui parle remarquablement bien français, je sais à qui je parle. Et quand il m'a donné le renseignement que je voulais, je lui dis alors là, il éclate de rire, le micro est coupé, et puis ils me disent en général, j'ai l'interdiction de parler autrement qu'en français au téléphone. Je lui dis, écoute, je suis désolé. Donc, il joue aussi cette carte de l'Europe au soleil pour les centres d'appel et d'autres délocalisations de services bancaires, comptables, beaucoup. Ils tirent bien leur épingle du jeu. Regardez ce graphique. Vous voyez, c'est le Maroc. Alors, ça, c'est les années. Ça, c'est les dollars par tête, milliers de dollars par tête.
Bon, de 1820 à 1912, c'est pas terrible. Puis le protectorat améliore un peu les choses. Mais ce qui améliore beaucoup les choses, c'est l'indépendance en 56, où le Maroc se prend en main. Et là où le surplus lui était prélevé au bénéfice de la métropole, ben, il se le garde. Et donc ça se traduit par cette espèce... Vous voyez pas la crise du Covid, là, vous voyez aucune crise. $8,000 par tête, avec bon, il faut faire attention à ces chiffres parce que le PIB par tête, si on veut le comparer, il faut le comparer à parité de pouvoir d'achat. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est-à-dire, si vous êtes à Bahreïn ou à Dubaï et que vous gagnez, on va dire, 100 francs, $100, vous vous classez peut-être très haut, mais si pour les $100, vous arrivez à vous acheter un haricot, alors que nous, on s'en achète 10 kilos, ça correspond à une vraie richesse beaucoup inférieure à la valeur nominale. Donc, ces chiffres ne sont pas à parité de pouvoir d'achat. À parité de pouvoir d'achat, on est à peu près à moitié, pour être comparable au reste du monde. Alors, et voilà, à partir de 95, je redémarre ma fréquentation du Maroc après toutes ces années. Et je vais réaliser tout ça là, enfin réaliser, soit en tant qu'économiste, soit en tant que responsable de l'exportation du savoir-faire de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. J'ai jamais réussi à t'envoyer, toi, Marc. T'as jamais voulu. Non. Ouais. Je travaillais à l'extensif. Tu ? Je travaillais à l'extensif. Oui, il travaillait à l'extensif. Alors, c'est pas du tout ce qu'on cherchait au Maroc. Donc, je vais pas vous les détailler, mais vous voyez, 95 jusqu'en 2005, ma première mission, 95, Oum El Rebia, c'est le fleuve qui passait dans mon pays, mon village, ma ville. Et alors, une autre tranche de vie ou un petit souvenir. Mon père avait publié, donc après 80, Prodige de l'irrigation au Maroc, où il exposait hydrauliquement parlant et agronomiquement les principes du grand périmètre d'irrigation. Alors je me rends à l'office régional de mise en valeur du Tadla, et je suis reçu dans le bureau d'un jeune ingénieur. Et alors je me présente, Bernard Préfoll. Préfoll ? Je suis en train de lire votre livre. Non, c'est pas moi, c'est mon père. Votre père? Mais c'est notre père à tous. Il a tout fait, c'est tout. Les égouts, les trottoirs, l'irrigation, tout. En fait, il parlait beaucoup mieux que ça, et j'aime bien le raconter comme ça. C'était un ingénieur de chez nous, quoi. Mais bon, il y avait quand même un peu d'accent. Votre père, il a tout fait. Et voilà, c'est ma première mission d'étude sur l'irrigation au Maroc, et je tombe là-dessus, c'est formidable. Et en 2005, je termine par une mission qui derrière ce nom, délégation du service de l'eau des Ormes-Vins, en fait, revenait à proposer, à la demande des autorités marocaines, proposer un plan de démantèlement des offices. C'est-à-dire, bon, les offices étaient devenus des énormes machins avec plein d'emplois fictifs, avec c'était un office régional, il fallait que tout le monde soit content, pas les notions de rentabilité, d'équilibre, ça, c'était pas le moment. Et donc le ministère de l'Agriculture nous avait demandé, au costaud de Gascogne, d'aller voir si on pouvait pas mettre un peu d'ordre. Alors évidemment, l'ordre dans des mastodontes comme ça passe par une cure de maigrissement, c'est-à-dire moins d'emplois, ça passe par moins de facilité, ça passe par moins de frais de déplacement, ça passe par plus
d'argent demandé aux paysans pour l'eau. Alors, comment l'eau? C'est le don de Dieu. Mais oui, c'est le don de Dieu, mais celui qui a fait les canaux, c'est pas Dieu. Il faut payer les canaux, il faut entretenir les canaux. Donc c'est pas l'eau qu'on fait payer, c'est le service de l'eau, un peu comme les costauds de Gascogne. Bon. Et donc le dernier travail que j'ai fait, j'ai pris ma retraite le 31 décembre 2005, c'est de démanteler l'office de mon papa. Bon, ça, heureusement, ça n'a pas eu, ils sont pas allés jusqu'au bout, mais c'était un truc vachement bien fait. Et on voyait en temps réel comment se passait tiens, j'augmente un peu, ou je diminue le personnel ici et j'augmente la redevance d'irrigation. Et là, je vends des voitures usées au lieu de les renouveler. Bon. Et ça, on voyait tout de suite, les résultats, bon, c'était spectaculaire, ils étaient intéressés. Et puis, je ne sais pas ce que c'est devenu. Je crois que c'était un rapport de plus. Voilà, parce que c'était de la dynamite. Alors, ça sera le dernier point, la société marocaine aujourd'hui. Alors, je démarre en disant que c'est une société pratiquement inchangée depuis l'indépendance, parce que j'y suis retourné, je sais pas combien, 12 fois, plus que ça, parce que ça c'était le nom de l'étude, et certaines études demandaient 1, 2, 3 missions. Donc, d'après ce que j'ai vu, et là je les fréquentais, les Marocains, parce que je travaillais avec eux, d'après ce que j'ai vu, la société n'avait pas beaucoup changé comme ça. Ce qui restait, c'est la monarchie forte, monarchie de droit divin. Plus musulman que moi, tu meurs. Voilà. Chérif, oui, je vous ai rappelé que c'était le descendant du prophète par sa fille Fatima. Mais cette société a changé. En fait, c'est instable. Il y a des foyers qui couvent. Alors la démographie, elle est en transition, c'est-à-dire la transition démographique, ce qu'on appelle la transition démographique, c'est lorsque les femmes arrêtent de faire 6 enfants lorsque le pays arrête d'avoir 6 enfants par femme en âge de procréer et passe à un taux de 2, 5 à 3. Ça, c'est ce qu'on appelle la transition démographique. C'est-à-dire que la démographie baisse et on arrive à une population qu'on peut à peu près maîtriser. Parce que des 6 enfants par femme, les responsables, qu'ils soient au Rwanda, en Côte d'Ivoire, au Maroc ou ailleurs, ils vous disent mais comment on peut faire? Parce que tous les jours, il faudrait que j'ouvre 30 classes nouvelles à travers le pays, mais je peux pas, moi, 30 ou 50 ou 100 classes. Bon. Donc il y a un problème démographique, mais elle est en transition. Voilà ce que ça donne, la transition. On la voit pas trop, mais elle est en marche. Parce qu'on est... On est ici en 61, on est à 12 millions, j'étais à 10 millions en 56. Bon, et là, on est en 2003, et on est ici par là. Et ça a l'air de croître régulièrement, mais il n'y a pas l'explosion exponentielle qu'on voit ailleurs. Donc, sur ce plan, ça peut s'améliorer. Mais dans cette société qui tente d'être moderne, la démographie en transition, ça va dans le bon sens. Les rêves du Grand Maroc portés par le roi posent problème avec l'Algérie, bien sûr, avec la Mauritanie, avec le Mali même. Et dans les Nations Unies, c'est des chicayas sans fin. Chicayas, ça veut dire le tribunal. C'est un problème. Ça, en rouge pointillé, c'est le rêve du Grand Maroc de M6. Alors, ça touche beaucoup de monde. La Mauritanie cesse d'exister. Le sud-ouest, le Sahara occidental n'existe plus. Il n'existe déjà pas, mais en tout cas, il n'a pas d'avenir.
L'Algérie se fait amputer, mais alors là, ça sera une guerre mondiale. Et puis le Mali même est menacé. Bon, ça, c'est pas de nature à arranger l'atmosphère. Et puis surtout, c'est une société qui est moderne, qui a Internet, qui a une double vie. Et ils ont une vie officielle où ils respectent le sultan, le roi, Mohammed et le Coran. Et puis une autre où font n'importe quoi, moins le cas. Donc c'est comme dans tous les pays du monde, mais c'est surtout perceptible lorsque le pays vient du Moyen-Âge, il n'y a pas longtemps. C'est que comment assouvir la soif de démocratie, la soif des droits des femmes qui se battent, mais les malheureuses, elles ont réussi à obtenir, bien avant l'Arabie Saoudite, le droit de conduire, le foulard, le foulard, le met celle qui veut, on n'est pas en Afghanistan, mais il y a bien d'autres choses qui vont à l'encontre des rêves de la jeunesse. Ce qui fait que la ressource, c'est l'émigration. L'émigration, alors les Marocains sont quand même pas mal placés. Entre Tanger et Algeciras, il y a 30 km, un peu moins, 25 si on calcule bien. Et donc ils sont très nombreux en Espagne. Et puis une fois en Espagne, ils traversent. Et il faut s'attendre à davantage et davantage, parce qu'ils constituent souvent un point d'arrivée intermédiaire des populations subsahariennes. On en connaît dans nos amis qui ont fait escale au Sénégal longtemps, au Maroc longtemps, des Sénégalais, et puis avant de se retrouver en France et de vivre une vie normale. J'ai fini. Je vous laisse sur cette belle photo. Ça, c'est l'oasis de Ouarzazate, ou comme on dit, Ouarzazate et mourir. Vous avez le Toubkal, là, le Djebel Toubkal, à 4160 mètres, des palmiers dattiers, palmiers rogniers, et une muraille sans doute du Moyen-Âge ou restaurée. Voilà, je suis à votre... Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.